Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Smart Woman, donc l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Donc voilà maintenant 2 ans déjà, 2 ans que je reçois chaque mois des personnalités qui viennent témoigner à la fois de leur expérience personnelle et qui partagent bien sûr cette conviction qui me tient à cœur, que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir politique, économique, médiatique. Ce qui signifie qu'elles doivent, à l'égal des hommes, diriger des entreprises, quelle que soit la taille, qu'elles doivent intervenir dans les médias en tant qu'expertes et qu'elles doivent également, bien sûr, investir les filières scientifiques et numériques. Il en va d'une question de justice, mais il en va au moins autant d'une question de performance économique et puis aussi d'assurance finalement d'un équilibre dans l'écriture de notre futur, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, pour parler de tout ça, je vais avoir le plaisir d'accueillir tout d'abord Isabelle Rabier, qui est la PDG de Joli Moi, qui est une plateforme de social seller dans la distribution de produits cosmétiques et qui a été accompagnée par le Galion Project, donc qui viendra témoigner des atouts qu'elle y a trouvés. J'aurai ensuite comme grand témoin Camille Morvan. Camille est à la fois conférencière, entrepreneur, chercheuse, enseignante et elle nous parlera, elle est spécialiste des sciences cognitives et donc elle nous parlera des biais qui demeurent dans l'avancée des femmes dans le monde économique. Et enfin, je ferai le portrait d'Émilie Lefebvre, qui est la dirigeante de l'entreprise SAPL. SAPL, qui est une entreprise familiale, qui est dans l'Orne. Et cette entreprise est spécialisée dans la fabrication, la conception et la fabrication de dispositifs pour le maintien de l'ordre. Voilà, donc un programme tout à fait sympathique. Et tout de suite, je vais recevoir Isabelle Rabier. Bonjour Isabelle Rabier. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Woman pour parler de vous bien sûr, mais pour témoigner également de l'accompagnement du Galion Project. Donc vous le savez, j'avais reçu en mai 2023, donc j'avais reçu Agathe Vautier, qui est la cofondatrice et dirigeante de ce collectif d'entrepreneurs de la tech. Et aujourd'hui finalement, l'heure est venue avec vous de vérifier concrètement, si ce qu'elle nous a dit est exact et donc les atouts que vous avez trouvés dans l'accompagnement qu'elle vous a prodigué. Alors, on va commencer par vous. Donc, très rapidement, vous êtes passé par HEC, vous avez fait l'incubateur entrepreneur d'HEC et dès 2009, vous avez fondé votre première entreprise, donc Dermance, que vous avez dirigée pendant 7-8 ans. Et puis, en 2017, vous avez changé le braquet, si je puis dire, et vous avez vous avez lancé Joli Moi. Alors, dites-nous tout de suite ce qu'est Joli Moi, expliquez-nous, donnez-nous les grands chiffres, qu'on situe l'entreprise et après on parlera du Galion. Alors déjà, le fondement de Joli Moi, c'est la recommandation. Donc aujourd'hui, le fait de recommander un produit, quel qu'il soit, c'est le levier le plus puissant que la publicité ou autre, et c'est quelque chose de profondément humain. Et donc Joli Moi, c'est une plateforme qui a cette croyance que demain, le commerce passera par de la recommandation de personnes passionnées et expertes à d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, Joli Moi, c'est la plateforme leader en social selling. Ce principe de recommandation, on appelle ça le social selling. Et notre métier, en fait, c'est un modèle B2B2C, c'est d'accompagner aujourd'hui des milliers d'hommes et de femmes à devenir entrepreneurs grâce au social selling, mais facilement, en s'appuyant sur la plateforme, des outils technologiques qu'on leur met à disposition, de la formation et des catalogues de marques et de produits qu'on va sélectionner pour eux. Joli Moi, aujourd'hui, c'est 60 salariés. Oui. On a passé la barre des 2 millions par mois. Oui, 2 millions par mois. On insiste bien sur le par mois, puisque vous faites le calcul, vous voyez ce que ça fait à l'année. On est sur hors taxe, je précise. Et voilà, on est sur des beaux business avec des taux de croissance à 2 et 3 chiffres et un volet hyper passionnant dans la technologie, la donnée, mais aussi très humain. Donc beaucoup de considérations autour de comment la technologie peut venir aider toutes ces populations d'entrepreneurs à être efficients. Alors combien d'entrepreneurs justement ? Alors nous, on a aujourd'hui la communauté, on appelle ça le collectif, c'est plus de 15 000 inscrits aujourd'hui chez Joli Moi. On va avoir plus d'une grosse moitié qui est vraiment active, parce que comme tout bon entrepreneur, il est indépendant, il fait comme il veut. Ouais. Et à peu près la moitié qui, chaque mois va vraiment être active sur la plateforme et qui fait partie du collectif, de la formation, etc. Bon, bravo, c'est une belle aventure et qui ne fait qui a déjà bien démarré, mais qui a encore de belles perspectives devant elle. Venons-en donc justement à l'accompagnement que vous avez eu, puisque donc vous avez
Quand avez-vous rencontré le Galion? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Oui, déjà, tout ça est arrivé grâce à Agathe. Oui. D'ailleurs, j'étais avec Formidable, elle. Agathe. Voilà, j'étais avec elle hier soir pour vous dire Vous à avez quel dit que point... vous diriez du bien d'elle aujourd'hui. Absolument. Et en fait, Agathe, elle a toujours eu cette vision. Donc, vous le savez, les femmes dans la tech et dans tout ce qui va être les plateformes technologiques sont encore peu nombreuses. Hélas. Et depuis qu'elle a co-créé le Galion avec Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, elle a toujours eu cette obsession finalement d'arriver à rendre son think tank / réseau pour les entrepreneurs de la tech à très forte croissance accessible aux femmes. Et donc, moi j'ai rencontré, je suis rentrée dans le Galion un peu avant finalement avoir coché les cases, parce qu'il y a des critères d'ailleurs qui évoluent, mais des critères de levée de fonds préalable, oui, bien sûr. Voilà. Et donc elle a commencé en fait à m'introduire au Galion à travers des dîners, à travers des rencontres avec une partie des entrepreneurs de la tech. Et c'est comme ça finalement qu'a démarré l'aventure Galion. Et puis une fois que j'ai eu fait mon premier tour de seed, levée de fonds significatif, j'ai pu rentrer entre guillemets officiellement au Galion. Donc ça c'était vers 2019. Donc c'était il y a déjà 5 ans. Finalement, qu'est-ce que c'est qui vous marque le plus dans justement l'intérêt que vous y trouvez? Alors déjà en tant que dirigeant d'entreprise, sur des sujets d'innovation, Jolie-moi, c'est un nouveau business model avec une technologie. C'est compliqué et il y a peu finalement de pairs, donc d'autres dirigeants sur des mêmes problématiques avec qui on peut échanger quotidiennement. Donc déjà, ce que ça apporte, ce réseau, c'est ça. C'est avoir accès finalement à des gens qui, comme vous, alors qu'on soit au début, au milieu ou plus haut, en fait, il y a des gens qui sont à toutes les étapes de l'entreprise et ça, c'est assez important en fait pour aller plus vite, tout simplement. Donc c'est une base de connaissances extraordinaire. Et puis peut-être moi plus personnellement, et puisqu'on parle aussi de donner le pouvoir aux femmes, je pense que c'est indispensable. Je suis très présente et militante même au sein d'associations comme Sista avec beaucoup de femmes. J'ai eu aussi Tatiana Jama qui est venue, etc. Voilà, mais pas que. Et c'est très bien. Et créer ces écosystèmes 100% féminins, c'est indispensable aujourd'hui pour créer un nouveau pouvoir. Pour autant, moi ce que j'ai retrouvé au Galion, c'est justement le fait aussi de pouvoir me confronter à des hommes très ambitieux, dont beaucoup avaient réussi, qui avaient déjà atteint des étapes que les femmes n'avaient pas encore atteint. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, les fondatrices de Skello qui sont aussi au Galion, qui ont levé plus de 40 millions. Moi, quand je suis entrée au Galion, il n'y avait pas encore ces modèles-là. Et ces modèles-là, j'allais les chercher auprès des hommes. Et donc ça a augmenter mes standards, mon exigence et mon ambition. Et ça, je pense que c'est hyper précieux pour nous, les femmes, de pouvoir... très clair. Voilà. Et puis, ce sont des promoteurs, en fait. Ces hommes-là sont vraiment promoteurs. Et puis ça permet, donc, il y a cet aspect, et puis il y a le fait que ça démystifie finalement, parce que vous voyez que les hommes, c'est comme vous, c'est pareil. Ils ont des difficultés, ils ont des bons moments. Enfin bref, c'est exactement la même chose. Bon, très bien. Je voulais vous poser une question également, parce que vous avez démarré maintenant il y a une quinzaine d'années, malgré tout. Donc, vous avez vu dans une French Tech qui était au tout début également. Oui. Donc, vous l'avez vu progresser. Absolument. Et finalement, votre regard a posteriori là, sur l'évolution pendant ces 15 ans? Oui, alors ce dont on discutait, c'est que c'est vrai que c'est assez fascinant quand on s'est lancé d'ailleurs avec Tatiana et toute une génération d'entrepreneurs. Il y avait peu d'incubateurs, il y avait peu de solutions d'accompagnement. J'ai entendu une stat hier qui était incroyable, c'est un entrepreneur sur 2 aujourd'hui peut bénéficier d'une structure, est accompagné par un incubateur ou autre. Ça, c'est formidable. Et je pense que... Donc, je trouve que les jeunes aujourd'hui ont vraiment tout en main, enfin les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, tous ceux qui veulent entreprendre, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais en tout cas il y a une batterie de financement, d'accès à la formation, même d'accès à la technologie et à une somme de contenu et de réseau absolument phénoménale. Et je dois dire qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment presque pour entreprendre et qu'on a la chance quand même en France, grâce à la French Tech et aussi au secteur privé, il faut le dire, on pense aussi à Xavier Niel notamment, qui ont énormément contribué à créer notre écosystème et qu'il faut continuer à en profiter et à l'accélérer, parce que c'est ça qui fait que demain, on sera très fort en France. Écoutez, voilà, c'est la bonne conclusion. Donc, alors merci parce que vous avez témoigné de façon très convaincante sur le Galion, mais je n'en doutais pas. Mais en plus, ce constat positif que vous faites de la capacité que nous avons aujourd'hui, plus qu'hier, à développer de l'entrepreneuriat en France, compte tenu du contexte et de l'écosystème tel qu'il existe, je pense que c'est important dans ces temps un peu troublés de le souligner. Donc merci pour cela. Et maintenant, je vais recevoir une autre entrepreneur que vous connaissez, c'est Camille Morvan, donc qui est aussi au Galion. Merci beaucoup, merci bien Isabelle. Merci. Bonjour Camille Morvan.
Bonjour Marie-Claire. Alors merci d'être avec nous Camille. Alors Camille, vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, je peux dire, puisque vous êtes à la fois chercheuse enseignante, c'est-à-dire vous êtes intervenue dans des endroits tout à fait prestigieux, Harvard, Normal Sup, etc. Vous êtes également entrepreneur, hein, vous avez co-créé et dirigé Gochaba, donc une entreprise qui faisait de l'accompagnement au recrutement à base justement, je dis justement parce que je parlais d'IA, mais à base de gamification de machine learning. Donc bon. Et puis vous êtes également conférencière et vous êtes une spécialiste en fait de tout ce qui est sciences cognitives et tout ce qui est notamment biais cognitifs. Alors vous êtes particulièrement bien placé pour être notre grand témoin du jour. Et votre vision sur la position des femmes au sein du monde économique, elle est nourrie à la fois de votre expérience personnelle, mais à la fois des études que vous avez menées. Et bien sûr, vous êtes convaincu qu'il n'y a aucune raison légitime pour que les femmes ne soient pas à l'égal des hommes. Bon, donc vous allez nous expliquer tout ça. Néanmoins, la situation est ce qu'elle est, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas des femmes à leur juste place, donc à égalité avec les hommes. Donc pourquoi ? Quelle est votre analyse sur la raison pour laquelle nous en sommes là ? Oui, alors déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc j'ai fait 10 ans de recherche en sciences cognitives, 10 ans d'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit. Donc je suis souvent invitée pour parler de la sous-représentation des femmes dans différents milieux, que ce soit en sciences, où il n'y a pas assez de femmes CEO, pas assez de femmes fondatrices, etc. Ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que la manière même de poser la question reflète le problème. C'est-à-dire que si on se dit que le problème est localisé à des espaces particuliers, on ne va pas aller chercher le même type de solution que si on comprend que le problème est structurel. Donc, ce n'est pas qu'il y a des problèmes différents d'accès au pouvoir, par exemple, dans l'entrepreneuriat ou en politique, ou à l'école, etc. Je sais que vous le savez, mais ça vaut toujours le coup de le redire. Voilà, ça vaut toujours le coup de le redire parce que je trouve que la façon même de poser la question démontre le problème auquel on fait face, qui est cette espèce de cécité au fait que le problème de l'injustice de genre, il est généralisé. L'autre problème avec la manière générale de poser la question, c'est qu'il pourrait y avoir un sous-entendu entre les lignes que le problème vient des femmes elles-mêmes. Donc, par exemple, si on se dit que les femmes ne sont pas assez ambitieuses, on va leur faire du coaching. Si on se dit qu'elles ne sont pas assez performantes, on va leur proposer des formations. Donc ça, encore une fois, ça met le poids du changement sur les épaules d'individus, alors que le changement doit nécessairement être systémique. Alors justement, si ce changement doit être systémique, et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais finalement, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que vous proposez comme idée pour permettre justement d'améliorer cette situation systémique et par-delà, d'améliorer après l'entrepreneuriat, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, mais dans le système global ? Donc, je sais que ce qu'on cherche tous, c'est un silver bullet qui va résoudre le problème. Évidemment, j'en ai pas, puisque si j'en avais, on l'aurait déjà mis en place. Voilà. Donc, mais par contre, je voudrais vraiment insister sur le fait que prendre la mesure de l'injustice systémique, c'est déjà une partie de la solution. C'est-à-dire que si les femmes comprennent que de manière inconsciente et constante, on leur fait porter le poids de leur soi-disant incapacité et que donc il y a une forme de culpabilisation. Arriver à se libérer de cette idée-là, donc je vais citer juste quelques biais cognitifs qui soutiennent ça. On a 3 biais cognitifs qui sont très répandus. Le biais cognitif qu'on appelle le biais du monde juste. Donc le biais du monde juste, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc finalement, si les femmes n'ont pas accès à des postes politiques importants, c'est soit qu'elles n'en ont pas envie, soit qu'elles n'ont pas les capacités, soit je ne sais pas quoi. On a le biais de la méritocratie. Donc la méritocratie, c'est les gens arrivent au niveau de leur capacité. Donc ça, c'est complètement faux, évidemment. Et le 3e biais qui est très fréquent, et vraiment j'insiste dessus, c'est ce biais naturaliste, contre lequel Françoise Lhéritier s'est énormément battue, évidemment. Encore une fois, ça vous paraît évident, mais ça ne le paraît pas pour tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Il n'y a pas de différence de nature ou d'essence entre les hommes et les femmes. Et ces 3 biais-là, parce qu'ils sont présents en permanence dans notre environnement et dans notre quotidien, le fait d'en prendre conscience, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, donc, pour moi, il y a vraiment 2 niveaux de changement. Il y a un niveau de changement qui est politique, structurel et économique, qui n'est pas dans nos mains à nous, à part quand on va voter ou bien si on veut être militant. Il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est un changement structurel. Et après, il y a la partie, on va dire, personnelle, de jusqu'à quel point on a intégré cette espèce de culpabilisation. Je pense que vraiment, le début de la solution, c'est prendre la mesure, pas juste conscience, mais la mesure du poids de ça, parce qu'à partir de là, on ne va pas chercher les mêmes solutions. Donc, pour moi, les solutions qui sont absolument essentielles à mettre en place, c'est déjà, donc, le fait de prendre la mesure de ça, ça évite de se culpabiliser ou d'aller chercher des solutions qui sont un peu des sparadraps. Donc, encore une fois, faire du coaching, mettre en place du coaching et des formations, c'est très bien, mais ça ne suffit pas.
Il y a une autre chose que je pense qui est très importante, c'est ne pas se résigner. Je vous donne un exemple. Dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de très classique, c'est un homme président et une femme DG. Oui, non, mais ça, il faut pas, bien sûr. Et donc ça, c'est une habitude qu'on a prise de se dire ah bah oui, regardez, ce garçon, il est très bien, il a pris une femme DG. Non, donc là, on se résigne. Donc il faut arrêter de se... Enfin, il faut pas, il n'y a pas il faut, mais parfaitement raison, comprendre à quel point c'est problématique. Je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de quand on veut, on peut, ça ne suffit pas. Donc je rebondis sur ce qu'a dit Isabelle avant, que j'ai trouvé très très bien. Et je pense qu'effectivement, elle apporte une énergie et une positivité qui est importante. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas possible pour tout le monde, tout le temps, de combattre ces injustices sociales. Et vraiment, l'injustice sociale et l'injustice de genre. Et de pouvoir du coup aussi s'appuyer. Je pense que c'est d'autant plus important pour les femmes d'avoir un réseau de soutien qui est inconditionnel. On n'a pas besoin, encore une fois, de s'entourer de personnes qui vont nous poser des questions sur nous-mêmes parce qu'on s'en pose déjà assez. Oui, mais alors, bon, il nous reste très peu de temps, mais bon, il y a quand même eu des progrès de réaliser. Enfin, moi, je crois qu'effectivement, la situation a évolué. Elle est bien loin d'être à l'optimal, mais elle a beaucoup évolué. Donc finalement, vous, dans votre façon de reposer une question plus fondamentale, vous avez raison, plus globale, plus en amont, etc. Mais alors de ce fait, en 30 secondes, là, l'avenir, comment on fait, combien de temps on met pour pouvoir espérer faire cette révolution culturelle ? La révolution culturelle, elle est déjà en route. Ouais. Et alors, au cours de l'histoire, ça c'est important aussi de se rendre compte que la vision progressiste de l'histoire, moi, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'on aille toujours vers un progrès. Si on veut un progrès, il faut l'arracher, il faut le travailler. Ce qui s'est passé avec MeToo, par exemple, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle approche. C'est quelque chose qui a même surpris le féminisme historique, ce qui s'est passé avec MeToo. C'est-à-dire que d'un coup, on a vu que, en fait, la violence sexuelle imposée aux femmes n'était pas normale, alors que finalement, on s'y était tous habitués. Donc, moi, je suis personne pour avoir une prédiction de quand et comment ça va se passer. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des choses qui sont en place, mais surtout, il faut comprendre que ça ne va pas se faire tout seul. Il faut continuer à... Bien sûr. Bon, écoutez, moi, je crois que le message essentiel qu'on a bien compris, et j'espère d'ailleurs que c'est largement compris par tout le monde, c'est qu'en fait, il faut continuer à se battre. Et que le chemin de l'égalité est de toute façon long, il est encore devant nous. Et contrairement à ce qu'on entend en disant ça y est, c'est fait, maintenant tout ça est acquis, il n'y a plus de problème. Si, il y en a toujours. Mais ça repose sur l'ensemble de la société. C'est pas le fait uniquement des femmes ou que des hommes. Oui, je peux ajouter juste un tout petit truc. C'est d'une part que, bien évidemment, ce n'est pas un combat mené uniquement par les femmes et pour les femmes. C'est un combat qui est évidemment généralisé parce que les hommes souffrent également de cette espèce d'imposition qu'on leur fait d'une virilité complètement artificielle. Et l'autre chose, c'est que quand on ne peut plus rien faire, l'humour, c'est bien aussi, quoi. Exactement. Voilà. Donc, on va continuer avec de l'humour. Merci beaucoup. Merci Camille. Bonjour Émilie Lefebvre. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Alors vous êtes la directrice générale de la SAPL. Donc SAPL, c'est la Société d'application des procédés Lefebvre, votre nom. Et donc vous êtes la 4e génération aux commandes, puisque c'est votre arrière-grand-père qui, il y a 100 ans maintenant, c'était en 1924, a créé cette entreprise dans l'Orne. Et vous êtes toujours d'ailleurs au lieu même du berceau de l'entreprise initiale. Donc bravo. Alors, écoutez, pour commencer, expliquez-nous déjà ce qu'est, on reviendra après sur votre parcours, mais c'est quoi SAPL? Parce que ça paraît un peu obscur. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Les grands chiffres, la carte d'identité? Alors SAPL, c'est une entreprise donc familiale avec un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui étaient des inventeurs. Donc d'abord dans le domaine de l'armurerie, donc on a toujours cette casquette-là aujourd'hui, avec de l'armement, des munitions, une spécialité sur le non létal et qui s'adresse aussi bien au grand public, aux civils qu'aux forces de l'ordre. Et puis avec les années, d'autres produits sont arrivés, des inventeurs, on voit un problème, on veut trouver une solution. Et donc on est arrivé jusqu'au développement de matériel de maintien de l'ordre, le plus connu étant le bouclier qu'utilisent les CRS, les gendarmes mobiles, l'administration pénitentiaire, donc bouclier d'autoprotection. Donc c'est une entreprise qui a 12 salariés pour un chiffre d'affaires, alors ça va dépendre un petit peu des années, mais entre 2,5 millions, 3,5 millions. Donc une jolie PME dans son territoire. Oui. Absolument. Très spécialisée. Et alors justement, votre clientèle, elle n'est pas qu'en France? Non.
Effectivement, elle est extrêmement variée, puisque donc, en France, on a les particuliers et les différents ministères, donc l'État. Et on travaille également à l'export avec des sociétés de sécurité privée ou, pareil, les ministères. Donc, soit ça peut être en Afrique, ça peut être au Moyen-Orient, de plus en plus en Europe. Donc, ça, on en est très content. Très bien. Bon, donc, on situe maintenant un petit peu comment fonctionne SAPL. Il y aurait beaucoup plus à en dire. On reviendra d'ailleurs sur les défis, bien sûr, que vous avez aujourd'hui et sur la façon dont ça s'est passé pour vous. Mais revenons à vous, donc au début de l'histoire, puisque c'est un portrait, donc c'est ça qui est intéressant. Au début de l'histoire, la première fois que votre père vous propose de le rejoindre dans l'entreprise, vous refusez. Alors, il est exact que vous avez à l'époque 19 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Et puis après, à 27 ans, donc 8 ans après, vous dites oui. Il s'est passé quoi entre-temps ? Alors, entre-temps, mon rêve, moi, c'était de devenir pilote, puisque j'étais déjà pilote depuis mes 15 ans. Donc plus jeune pilote de France et d'Europe. Bravo. Ouais. Et je voulais devenir pilote de chasse. Et comme tout me réussissait à ce moment-là, j'ai appris l'anglais à l'étranger, alors que j'avais une peur bleue d'y aller et que je ne parlais pas du tout un mot d'anglais. J'ai réussi à passer mon brevet, mon permis de conduire, ça fait partie des victoires quand on a 18 ans. Donc il n'y avait pas de plan B possible. Et sauf que je rate les sélections de pilote de chasse d'un petit chouïa et qui m'élimine également pour pilote d'hélico et pilote de transal. Donc là, il vous restait pilote de ligne. Il me restait pilote de ligne, mais je voulais vraiment piloter, ce qui est un peu moins le cas des pilotes de ligne, que je respecte bien évidemment. Donc là, il a fallu se remettre en question. Donc je suis repartie à l'étranger. J'étais d'abord en Afrique du Sud pendant 1 an et demi. Et donc là, je suis repartie à New York pour continuer à apprendre l'anglais, me spécialiser vraiment là-dedans. Et j'ai démarré une école de commerce là-bas. Pour autant, quand je suis revenue en France, j'avais toujours pas envie de rejoindre. Non, toujours pas. Je voulais grandir en dehors de l'ombre du puissant chef qui était mon père. Et finalement, les choses ont fait qu'à 27 ans, il nous redemande encore une fois de venir. D'y aller. Et je finis par dire oui. Et là, vous y allez. Et vous m'avez dit que quand vous aviez dit oui, même si avant vous n'aviez pas envie, dès l'instant où vous avez dit oui, alors là, vous aviez profondément envie et que vous étiez engagé à 200%. C'est ça, parce que malgré tout, je m'en sentais toujours pas capable, puisque j'avais peu d'expérience professionnelle, pour ne presque pas dire pas du tout. Donc la marche était très haute. Mais effectivement, face à l'obstacle, si je décide d'y aller, j'arrête de me dire que c'est trop grand pour moi et j'y vais. C'est une bonne façon de voir les choses, bien sûr. Et alors, comment ça s'est passé le démarrage ? Donc vous arrivez, vous m'avez dit que vous faisiez des cartouches quand vous étiez petite, mais ça, c'est pas suffisant. Adolescente, oui, le job d'été. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Je crois que la situation n'était pas très facile. C'était l'horreur. C'était l'horreur. J'arrive dans une entreprise en difficulté, dont j'arrive à peine à saisir les difficultés, n'y connaissant pas grand-chose. Donc il n'y a plus de R&D, il y a une guerre civile entre les salariés, la force commerciale s'est réduite. Ce n'est plus votre père qui dirigeait, il faut le dire, parce que je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre depuis quelques années. C'est une entreprise familiale, mais je n'ai jamais travaillé avec mon père, donc effectivement j'avais un prédécesseur. Donc l'entreprise allait mal, elle était au bord de la cessation de paiement, et donc il a fallu tout reconstruire. Alors normalement on dirait un projet après l'autre, ou peut-être 2 projets en même temps, parce que sinon c'est trop dangereux de vouloir trop prendre d'un coup. Mais là il y avait urgence. Le risque était majeur, c'était que l'entreprise ferme. Je serais venue pour fermer l'entreprise, qui n'était pas du tout dans l'objectif. Donc il a fallu tout reprendre. Donc j'ai commencé d'abord par l'équipe, en me séparant de certaines personnes. Donc première décision difficile à prendre, en recrutant d'autres. Donc là c'est pareil, on apprend à recruter. Ensuite il a fallu relancer le commercial. Donc comme ma formation de base c'était l'export et que en plus j'étais bilingue, etc. Je suis partie direct sur l'export pour relancer cette partie-là. Voilà, il a fallu recréer un bureau R&D, donc j'ai embauché un armurier et un dessinateur industriel. Voilà, mon équipe un peu folle, mais avec qui on a fait des choses incroyables. Donc on a plongé encore un peu plus quand je suis arrivée, mais pour remonter beaucoup plus haut derrière. D'accord. Et alors, vous me disiez, vous avez entendu Isabelle Rabier qui parlait donc des vertus de l'accompagnement dont elle avait bénéficié. Oui. Et je sais que vous aussi, vous avez eu à un moment du soutien. Et donc, ce soutien, c'était qui au pluriel, puisqu'il n'y a pas qu'une personne. Et qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté et comment vous avez pu réagir par rapport à ça ? C'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose ? Et je dis absolument rien, si ce n'est une seule chose. C'est le fait de m'entourer plutôt que je ne l'ai fait. C'est-à-dire, je me suis entourée au début, mais pas des bonnes personnes, ce qui fait que ça a été complètement catastrophique. Donc, il faut aussi choisir les personnes qui nous entourent. Et on n'a pas besoin d'en avoir 50 000 non plus. Donc, j'ai d'abord eu mon avocat
qui était là, qui m'a aidé pour tout ce qui était RH, social, parce que c'est quand même des points névralgiques. Et ensuite, j'ai eu mon entourage proche. Et enfin, ce qui a fait vraiment une grande différence, c'est j'ai changé d'expert comptable. Une femme qui m'a accompagnée. L'importance des experts comptables aussi à souligner, bien sûr. Oui, tout à fait. Et je n'arrivais pas à racheter l'entreprise parce qu'elle était en telle difficulté que les banques ne voulaient pas accompagner le projet. Les soutiens que j'avais à l'époque n'arrivaient pas à trouver de solution. Donc ma nouvelle expert comptable du groupe Fidorg à Caen, Anita Trochon, m'a aidé à monter un plan qui était simple, propre et qui permettait vraiment d'être concret et de repartir. C'était de la simplicité dont on avait besoin. Et la personne ultime, ça a été donc un consultant en management, Jean-Pierre Guérin, donc qui a pris le problème avec moi, mais il ne m'a jamais dit ce que je devais faire. Il m'a toujours posé des questions. Il m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais envie de faire et ce que je pensais que l'entreprise était capable de faire. Et après une discussion de 3 heures, il me dit là, tu viens de faire ton plan, ton business plan sur 5 ans. Donc il fallait juste le mettre sur les rails. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris la méthode. Voilà, pour mettre un plan sur les rails, créer une stratégie, créer les tactiques qui vont avec, etc. C'est très napoléonien tout ça. mais c'est la stratégie de développement. Mais bien sûr. Et c'est ce qui change tout. Quand on sait où on va, quand on sait où on emmène notre bateau, c'est mieux que de ramer au milieu de la Méditerranée sans trop savoir quelles seront les étapes et surtout la ligne d'arrivée. Donc il faut absolument savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller, sur combien de temps, quelles seront les étapes, etc. Donc Jean-Pierre m'a beaucoup aidé avec ça. Alors vous aviez manifestement de grandes capacités d'apprentissage très rapide et avec une volonté marquée qui plus est. Donc aujourd'hui vous êtes bien installé. On n'est jamais bien installé parce que tout est toujours... le siège peut être parfois un peu local. Mais aujourd'hui, si je vous demande juste en quelques mots, puisque je voudrais parler aussi de votre engagement, les défis auxquels vous êtes maintenant confrontés, c'est quoi vos enjeux? Alors, les défis, il y en a eu plusieurs, parce que c'est vrai qu'on a traversé un nombre incroyable de crises, et toutes plus inédites les unes que les autres. Mais maintenant, ceux d'aujourd'hui. Mais alors, aujourd'hui, déjà, il faut que je continue de moderniser l'entreprise avec la digitalisation. Il faut que je la rende plus résistante aux crises qui peuvent arriver, comme la pandémie, l'Ukraine, etc. Il faut que je continue de créer des nouveaux produits. Voilà, parce qu'une entreprise qui n'innovent pas est une entreprise qui est amenée à mourir, clairement. Et pourtant, innover, ça ne se fait pas comme ça. Il faut savoir comprendre les capacités ou les compétences qui nous manquent, aller les chercher, soit en soi, par des formations, soit chez quelqu'un d'autre. Voilà, à savoir admettre qu'on a des trous dans la raquette et qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et vous m'avez dit également que vous avez bénéficié d'ailleurs du plan France Relance 2030, qui est un très beau plan qui permet aux entrepreneurs justement d'innover. Tout à fait. Effectivement, ça nous a permis de moderniser notre outil de production avec des tours numériques, puisque donc entreprise centenaire, on a des machines très très anciennes. C'est un beau musée, mais en termes de productivité, c'est pas suffisant. On est passé aussi à l'impression 3D pour pouvoir faire du prototypage, et à terme, ce qu'on veut faire, c'est de la production de pièces en série par l'imprimante 3D. Voilà, on a dû aussi investir dans un logiciel GPAO, gestion de production assistée par ordinateur, créer une gestion par code barre. Enfin, tout ça, ça paraît peu, mais ça a apporté une productivité absolument énorme, et ça a fait monter les salariés en compétences et en responsabilité. Bien sûr. Voilà. Donc vous avez trouvé la bonne solution et vous avez eu le soutien qui va bien. Ça rejoint ce que disait justement Isabelle Rabier sur le fait que dans notre pays, on a une capacité d'entreprendre, d'accompagnement qui est importante. Donc il faut veiller à ce qu'elle demeure. Bon. Absolument, ça s'entretient. Je ne vais pas continuer parce que je n'ai pas le temps, mais vous êtes également engagée puisque vous avez également lancé le réseau des femmes du MEDEF de l'Orne. Donc on aura une prochaine occasion. En tout cas, merci beaucoup pour votre énergie communicative. Merci beaucoup. Donc notre émission est terminée. C'était la dernière avant le break de l'été. Si vous avez envie de vous replonger ou de découvrir des témoignages passionnants d'entrepreneurs et de voir également en quoi l'écosystème entrepreneurial est au top en France, eh bien écoutez, vous avez 60 capsules, 60 interviews consultables en replay sur Bismart et puis bien sûr sur les plateformes de streaming. Donc je vous remercie, merci pour votre fidélité, merci pour votre attention.